Bonjour à tous. Je vais donner un petit résumé concernant les opérateurs mathématiques qu'on rencontre en sciences physiques. Les trois opérateurs sont l'opérateur gradient, l'opérateur divergence et l'opérateur rotationnel. Alors, je vais faire ceci sous forme de trois vidéos. Dans cette première vidéo, je vais m'intéresser au premier opérateur, l'opérateur gradient. Voilà, donc je commence par donner, si vous voulez, la mathématique de ce gradient. Donc, je vais définir tout d'abord ce qu'on appelle l'opérateur nabla. Donc, le symbole de l'opérateur nabla, donc voilà, c'est un delta renversé avec une flèche. Donc, c'est un vecteur. D'accord? Donc, on appelle ça l'opérateur nabla. Les composants de cet opérateur, c'est d sur dx, d sur dy, d sur dz. Donc, c'est un opérateur mathématique. D'accord? Alors là, je vais m'intéresser aussi une fonction, voilà, un champ scalaire, f de m, d'accord, qui, dans le système de coordonnées cartésien, dépend de x, y, z. Donc, c'est un champ scalaire. Ça pourrait être مثلا le potentiel électrostatique, la température, la pression, l'indice de réfraction, etc. Donc, c'est un champ scalaire. Alors là, je rappelle un petit résultat, c'est que l'opérateur nabla n'a pas d'expression en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Donc, il ne présente d'expression qu'en système de coordonnées cartésien uniquement. D'accord? Donc, cet opérateur n'a pas d'expression en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Alors, c'est quoi cet opérateur? Donc, on définit le gradient d'une fonction scalaire f qu'on note grade f avec flèche sur le grade. C'est l'opérateur nabla appliqué à f. Donc, voilà notre opérateur nabla et voilà la fonction f. Donc, l'opérateur nabla appliqué à f, tout simplement, c'est le vecteur df sur dx, df sur dy, df sur dz en notation verticale. Voilà, df sur dx porté par ux plus df sur dy uy plus df sur dz uz en notation horizontale. Donc là, le résultat, c'est un vecteur. D'accord? Donc l'opérateur gradient, c'est un opérateur vectoriel. Pourquoi on dit que c'est un opérateur vectoriel? Parce que le résultat, c'est un vecteur, comme vous le remarquez ici, et qui agit sur un scalaire. Donc là, je parle de gradient de la fonction scalaire f. D'accord? Donc c'est un opérateur vectoriel, puisque le résultat c'est un vecteur qui agit sur un scalaire. Donc on trouve jamais un gradient, on n'applique jamais le gradient à un vecteur. Donc toujours le gradient appliqué à un scalaire et le résultat c'est un vecteur. D'accord? Et les composants de ce vecteur, ce sont les dérivées partielles de la fonction f par rapport à x plus par rapport à y, plus la dérivée partielle aussi par rapport à z. Bon, là, on a juste à titre d'exemple, une fonction scalaire quelconque en coordonnées cartésiennes, 6xz au carré, plus 2xy au carré z. Gradient de f, c'est quoi ces composantes? C'est la dérivée partielle de f par rapport à x, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, plus la dérivée partielle de f par rapport à z. Donc, lorsque je fais la dérivée, bien sûr, par rapport à une autre variable, les autres variables sont supposées des constantes. Donc, lorsque je dérive ici par rapport à x, c'est un 6z au carré, plus par rapport à x là aussi, c'est un 2y carré z, le voilà, porté par ux, plus la dérivée partielle par rapport à y, donc celui-là, ça donne 0, et celui-là, c'est 4xyz. Le voilà, la composante suivant y. La composante suivant z, c'est la dérivée partielle par rapport à z. D'accord? Donc là, par rapport à z, c'est 12xz. Le voilà. Plus 2xy au carré. Le voilà porté par uz. D'accord? Donc voilà comment on applique l'opérateur gradient à une fonction scalaire f en système de coordonnées cartésien. Alors, comme le montre l'expression, ici l'opérateur gradient, c'est un opérateur qui fait intervenir des dérivées. Donc, une dérivée par rapport à x, une dérivée par rapport à y et une dérivée par rapport à z. Maintenant, ça, c'est la mathématique. Je vais passer en quelque sorte un peu à des choses plus physiques. Si la fonction f est constante en tout point m de l'espace,
c'est-à-dire elle ne dépend ni de x, ni de y, ni de z. Alors ces trois dérivées sont toutes égales à zéro. Donc le gradient de f dans ce cas-là, c'est égal à combien? C'est égal à zéro. D'accord? Donc si f de m, c'est une constante en tout point de l'espace, alors grade f est égal à zéro. Quand est-ce qu'on parle, voilà, on dit qu'on a un gradient, c'est lorsque la fonction f, c'est une fonction de x, y, z, ou elle la fonction de deux, ou elle a une seule variable de ces trois variables. D'accord? Donc, si c'est une fonction variable, donc c'est différent d'une constante. Donc, dans ce cas, le gradient, il est différent de zéro et on dit que la fonction f présente un gradient dans l'espace. Alors, les propriétés de cette fonction-là, c'est que l'opérateur gradient, ou le gradient de f, c'est un vecteur polaire. Là, on connaît que les vecteurs sont, si on décompose les vecteurs en deux familles, donc on parle des vecteurs polaires et des vecteurs axiales, hein. Un vecteur polaire ou un vecteur axial. Un vecteur polaire, c'est comme le champ électrique. Là, on parle, et un vecteur axial, c'est comme le champ magnétique. Et là, on distingue les vecteurs polaires et axiales vis-à-vis de la symétrie. D'accord? Un vecteur polaire comme le champ électrique, il appartient au plan pair perpendiculaire au plan impair. Un vecteur axial comme le champ magnétique, il appartient au plan impair, hein, de symétrie impaire, et il est perpendiculaire au plan de symétrie paire. Le gradient, c'est comme le champ électrique, c'est un vrai vecteur, hein. On dit que c'est un vrai vecteur ou un vecteur polaire. Alors, une deuxième propriété de gradient de f. Alors, quand est-ce que, donc, d'après le deuxième point ici, j'ai dit que quand est-ce que j'ai un gradient de f, c'est lorsque la fonction f, elle est variable, c'est-à-dire elle présente une variation dans l'espace. D'accord? Donc, la fonction f présente des valeurs différentes dans l'espace. Une propriété du gradient, c'est que le gradient est toujours dirigé vers les valeurs croissantes de f, c'est-à-dire toujours le gradient de f, il est dirigé des valeurs les plus petites vers les valeurs les plus grandes de f. Donc ça, c'est aussi une propriété du gradient. Alors, pour comprendre encore ça, je vais donner des exemples. Alors, un exemple dans le domaine de la thermodynamique, un exemple thermique. Alors, si je prends une tige métallique, par exemple, de section sigma et de longueur L, hein, suivant un axe que je vais présenter X. Alors, là, la température en chaque point de la tige, c'est une constante. Donc, il n'y a aucune raison que la température soit différente. Donc, on dit, hein, si T, c'est une constante, alors, grade T égale à combien? Donc, grade T est égal à vecteur nul. Donc, on dit qu'on n'a pas de gradient de température le long de la tige. Mais si je fais la chose suivante, alors je vais relier l'extrémité x égale à 0 à un thermostat porté à une température T1 et l'extrémité x est égale à L à un autre thermostat de température fixe aussi T2. Et pour se fixer les idées, je vais prendre T1 supérieur à T2. Donc la température ici, elle est supérieure à la température là. Alors ça, c'est un point qu'on va voir en thermodynamique. Donc, il va s'établir un régime permanent tel que la température, elle ne dépend que de la variable x. D'accord? Puisque c'est une fonction d'une variable spatiale, donc on peut dire, donc voilà, on va faire le calcul et on va trouver en thermodynamique que la température, elle varie suivant cette fonction-là. Donc, T2 moins T1 sur L fois X plus T1. Donc, je donne un résultat ici que l'on va trouver. Donc, la fonction, la température, elle présente un gradient. D'accord? Donc, en chaque point de la tige, on peut parler de gradient de température. Et en se basant sur la deuxième propriété de tout à l'heure, le gradient, il est dirigé des valeurs les plus petites vers les valeurs les plus grandes. Donc, en chaque point, ici, en ce point-là, je peux dire que j'ai un gradient de t. En un autre point, donc, kiff, je peux définir gradient de t en chaque point. Et le gradient, il est dirigé des valeurs. Donc là, on a une variation graduelle de la température et le gradient, il est dirigé toujours des valeurs les plus petites vers les valeurs les plus grandes. Alors, et suite, bon là, c'est quelque chose aussi qu'on va voir en thermodynamique. Ensuite, à l'apparition de ce gradient, il va apparaître un courant thermique
qu'on va définir par le vecteur densité de courant thermique JTH et qui serait donné par la loi de Fourier égale moins lambda gradient de T. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir lorsqu'on va faire le chapitre transfert thermique. D'accord? Donc, voilà un système qui présente un gradient de température, c'est-à-dire une variation spatiale de la température. Alors, un autre exemple dans le domaine de l'électrique, alors la même tige de tout à l'heure, donc si je prends un cylindre comme ça, le potentiel, avant d'appliquer cette différence de potentiel, le potentiel en chaque point, il est constant. Mais dès que j'applique la différence de potentiel, kiff kiff, il va s'établir un régime permanent tel que l'extrémité, celle-là, si j'appelle toujours ça un axe X comme ça, d'accord? Donc l'extrémité X est égale à 0, il serait porté à un potentiel V1 positif, et l'extrémité X égale à L, celui-là, il serait porté à un potentiel T, à un potentiel V2 négatif. Donc voilà, U c'est égal à V1 moins V2. D'accord? Donc voilà, et le potentiel en chaque point, il va varier en fonction de x. Donc on dit que cette fonction scalaire, un v de x, le potentiel, il présente un gradient. Et le gradient, il est dirigé toujours des potentiels les plus petits, comme cela est indiqué sur la figure. Donc c'est toujours dirigé des valeurs les plus petites vers les valeurs les plus grandes. Bon, on peut aussi dire qu'on a une différence de potentiel, donc on a un champ électrique et le champ électrique, il est toujours dirigé des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus petits et on a la fameuse relation entre E et V. E est égal moins gradient de V, d'accord? Et suite à ça aussi, il va apparaître un courant électrique d'intensité I et microscopiquement, on peut définir ce courant par le vecteur J électrique qui est donné par la loi d'Ohm, un J égale à gamma fois E égale moins gamma gradient de V. Voilà, donc voilà deux exemples de l'opérateur qui font intervenir le gradient de la température, le gradient du potentiel, etc. D'accord? On peut trouver aussi pas mal d'autres exemples. Alors, on peut les définir, cet opérateur gradient, on peut le définir que ce soit en coordonnées cylindriques. Donc, si je prends les variables du système cylindrique ρ, θ et z, donc voilà l'expression du gradient. Donc, gradient de f, c'est égal df sur dρ porté par uρ, plus 1 sur ρ df sur dθ porté par uθ, plus df sur dz porté par uz. En coordonnées sphériques aussi, les variables sphériques comme r, θ et φ. Donc, le gradient, c'est un df sur dr suivant ur, 1 sur r df sur dθ suivant uθ, et 1 sur r sinus θ df sur dφ porté par uφ. D'accord? Voilà. Alors, je vais donner un exemple là où on peut calculer, comment calculer, voilà, faire des calculs pour déterminer le gradient d'une fonction scalaire. Bon, je vais prendre le cas d'une sphère, par exemple, chargée en volume, une sphère de centre O, chargée en volume, donc partout ici dans son volume, donc avec une densité volumique ρ que je vais supposer constante. Alors là, je vais donner un résultat le potentiel créé en chaque point de l'espace pour R inférieur à R, c'est-à-dire à l'intérieur de la sphère, voilà l'expression du potentiel. En tout point à l'extérieur de la sphère, voilà l'expression du potentiel. Donc, je remarque ici, puisque le système présente la symétrie sphérique, d'accord, donc le potentiel, il ne dépend que de la variable R. Donc, il ne dépend ni de θ ni de phi. Alors, de façon générale, voilà l'expression du gradient en coordonnées sphériques. Donc, il comporte une dérivée partielle par rapport à R. Un autre terme, la deuxième composante qui comporte une dérivée par rapport à θ. Et la troisième composante qui comporte une dérivée par rapport à phi. Alors, si j'applique cet opérateur gradient à ma fonction V ici, dans le but de calculer le champ électrique qui est égal à E égale moins gradient de V. Donc, sachant que le V, il dépend de quoi? Il ne dépend que de R. Donc, la dérivée par rapport à θ, c'est égal à combien? C'est égal à 0. La dérivée par rapport à phi,
aussi c'est égal à 0. Donc ça ne reste que la dérivée par rapport à R. Et le déiron ici, hein, pour dire que c'est une dérivée partielle lorsque la fonction dépend de plusieurs variables, puisque ma fonction, elle ne dépend que d'une seule variable, hein, je veux écrire le déiron comme étant un des droits ici, pour dire qu'on a une seule variable uniquement. Donc, E, c'est moins gradient de V, donc c'est moins dV sur dR porté par UR. Et ainsi, on peut calculer le champ électrique par une simple opération de dérivée du potentiel par rapport à R avec un signe moins qu'il faut ajouter là. Donc, voilà le résultat, hein. Si je dérive ça par rapport à petit r, ça c'est constant, sa dérivée égale à 0. Ça c'est moins r au carré, sa dérivée c'est 2r. D'accord? Donc, ça devient roue r sur 3 epsilon 0 UR. Donc, le signe moins, il disparaît parce que là, on a moins dV sur dr. Kif kif là, ça c'est 1 sur r. La dérivée par rapport à r, c'est moins 1 sur r carré avec le signe moins, donc ça devient 1 sur r carré. Donc, c'est roue r au cube sur 3 epsilon 0 r au carré UR. D'accord? Donc, voilà un exemple aussi, là où on a appliqué l'opérateur gradient. Bon, puisqu'on est dans le cas de l'électrostatique, ici, je tiens à rappeler une relation entre le champ et le potentiel électrostatique, entre E et V. Bon, une première relation, c'est E est égal à moins gradient de V. Alors, à partir de cette relation, on peut retrouver une autre. Alors, je rappelle ici un résultat mathématique. Pour une fonction à trois variables réelles, on peut définir la différentielle de cette fonction, c'est égal à combien? La différentielle de la fonction f, c'est dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus par rapport à y fois dy, plus par rapport à z fois dz. Alors, c'est quoi df sur dx, df sur dy, df sur dz? Ce sont les composants du vecteur gradient. Les voilà. C'est quoi dx, dy et dz? Ce sont les composants du vecteur déplacement élémentaire. Donc dr, c'est un dx ux plus dy uy plus la faute de frappe, hein, c'est un dz uz. D'accord? Voilà. Alors là, si je fais le produit scalaire, grad f scalaire dr, c'est quoi? C'est un df sur dx plus df sur dy plus df sur dz. Donc la différentielle de la fonction f, je peux l'écrire comment? C'est grad f scalaire dr. Donc ce résultat-là, c'est la relation de définition du gradient et c'est une relation qui est toujours valable, quel que soit le champ scalaire f. Si ce champ scalaire, c'est le potentiel, donc dV égale grade V scalaire dr. Et connaissant que E est égal au moins gradient de V, on peut trouver le résultat. Donc le dV, c'est grade V qui est égal à moins E scalaire dr. Donc une autre relation, donc voilà, une autre relation entre le potentiel et le champ électrostatique. Alors ce résultat, il peut servir dans la pratique à calculer le potentiel, donc c'est la primitive, il suffit de faire une primitive des deux côtés. Donc le potentiel, c'est moins E scalaire dr plus une constante qu'on détermine par des conditions aux limites. Et ça pourrait être utilisé pour calculer une différence de potentiel entre deux points 1 et 2. D'accord? Donc il suffit d'intégrer dV entre deux points 1 et 2. Donc on trouve que c'est l'intégrale de 1 à 2 de E scalaire dr. Donc c'est la circulation du champ électrique. Voilà donc ceci pour ce qui concerne l'opérateur gradient. La prochaine vidéo, elle va porter sur l'opérateur divergence. Donc attendez la prochaine vidéo.